Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour cette nouvelle conférence. L'entretien est un lieu de discussion dont la vocation est de faire découvrir et approfondir des sujets du monde politique, économique et culturel. Nous sommes convaincus que les futurs ingénieurs que nous sommes avons toute notre place dans le débat public autour de ces questions. Et nous sommes vraiment très ravis que vous soyez tous là et aussi nombreux pour cette nouvelle conférence qui s'annonce passionnante. Donc, en effet, on reçoit aujourd'hui Aurélie Trouvé, ingénieur agronome, maître de conférences à AgroParisTech et docteur en sciences économiques. Mais vous avez également une place importante au sein de l'intermondialisme, puisque vous avez été coprésident de l'ATTAC France 2006 à 2012, puis porte-parole de cette même organisation 2017-2021. Nous allons revenir par la suite sur cette organisation et ses activités. Lors de votre parcours, vous avez aussi publié 2 livres que nous avons ici. Donc, le premier, le business dans le pré et les dérives de l'agro-industrie, publié en 2015, qui revient sur les politiques agro-industrielles françaises, européennes et mondiales. Vous expliquez également les perspectives de ce secteur. Ensuite, lors de votre deuxième ouvrage, le bloc arc-en-ciel, pour une stratégie politique radicale et inclusive, publiée il y a quelques mois à peine, vous développez une réflexion plus proche de vos conditions militantes, donc établir un bloc derrière lequel convergent différentes luttes sociales pour faire front et porter un message fort. Mais dans les semaines qui ont suivi la publication de ce livre, vous avez quitté votre fonction de porte-parole d'ATTAC pour vous consacrer à parler de votre livre, et vous avez rejoint le conseil d'administration de l'ONEM, l'Observatoire national de l'extrême droite. Donc, Aurélie Trouvé, bonjour. 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 Dans un premier temps, nous aurions bien revenir sur le mouvement intermondialiste ATTAC, auquel vous avez consacré plus de 20 années de votre vie, on l'a dit, et on continue à le faire parce que vous êtes toujours membre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les activités d'ATTAC, quelles sont vos valeurs et les combats que vous menez? C'est mieux pour expliquer ce que j'ai fait dans la thèse, c'est d'expliquer déjà comment je suis rentrée. En fait, j'étais comme vous, en école d'ingénieur, en fait. Et puis, il se trouve qu'il y avait un ATTAC campus à l'époque, sur le campus où j'étais, en l'occurrence, je faisais ma thèse à l'Université de Bourgogne. Et en étant par ailleurs ingénieur. Et donc, voilà, je suis rentrée parce que c'était au début des années 2000, c'était un peu le boom de l'intermondialisme, c'est-à-dire qu'il y avait eu vraiment 20 ans d'hégémonie d'une économie néolibérale, vraiment en disant mondialisation heureuse, il faut déréguler les marchés, il faut supprimer les entraves. Il faut supprimer les entraves du marché, il faut absolument faire en sorte, par exemple, qu'il y ait le moins de protection sociale, qu'il y ait moins de services publics, etc. Enfin, vraiment un dogme très important. Et donc, ATTAC se crée en 98, moi je suis rentrée juste après, avec l'idée, en fait, c'était un édito du Monde diplomatique, je ne sais pas si vous connaissez le journal, et donc dans cet édito, eh bien, il était dit qu'il faut absolument désarmer les marchés financiers, et pour ça, une première mesure, ça pourrait être une taxe sur les transactions financières. Pour vous dire, l'évolution, c'est qu'à l'époque, en 98, quand ça lance ATTAC, en fait, et cet édito du Monde diplomatique, et en 98, c'était vu comme complètement révolutionnaire, quoi. Enfin, vraiment, taxe sur les transactions financières, tout le monde nous prenait pour de très dangereux gauchistes, voilà. Pour dire aussi qu'au moins sur le plan des idées, en fait, ce qu'on défend fait son chemin, y compris sur la lutte contre l'évasion fiscale. Il y a 10 ans, quand on en parlait, on prêchait dans le désert, quoi. Hein. Donc voilà, depuis, ce qu'on dit sur la lutte contre l'hégémonie des multinationales, le fait de devoir désarmer les marchés financiers, le fait que l'économie néolibérale peut avoir des méfaits, le fait qu'il y ait de l'évasion fiscale et que ça retire les recettes publiques aux États, etc., tout ça fait beaucoup de chemin. Et donc, en tout cas, voilà, c'est le cœur de l'ATTAC, c'est vraiment ça, mettre les besoins sociaux environnementaux devant les besoins devant, voilà, faire que priment les besoins sociaux et environnementaux, et pour ça, remettre en cause le fait que domine une logique de rentabilité financière dans les entreprises et dans l'économie en général, en tout cas beaucoup trop. Et donc, c'est là-dessus, en tout cas, qu'est né le mouvement altermondialiste et que s'est développé ATTAC. Donc, ATTAC, c'est, pour finir là-dessus, une organisation associative
En fait, on a une cinquantaine d'attaques dans le monde, même si ça a commencé en France. Et nous, en France, on a une centaine de comités locaux. Et c'est vrai que dans les dernières années, ce qui a permis d'ailleurs de renouveler les générations, c'est qu'on s'est beaucoup fondé sur... on était très vu comme un très intello, on faisait beaucoup de débats, machin. Et en fait, depuis quelques années, on a beaucoup développé tout ce qui est la désobéissance civile. Voilà. Je ne sais pas si c'est... Merci beaucoup. Pour revenir sur le point sur la taxation des transactions financières, la question que je voulais vous poser, c'est pourquoi est-ce que vous mettez cette idée en avant, par quels moyens vous souhaitez, vous envisagez concrétiser cette idée, et de manière plus générale, quelle est votre vision sur le rôle du système financier dans le... Alors, la taxe sur les transactions financières, aujourd'hui, elle est portée par beaucoup de monde. Et au début, voilà, c'était nous qui avions lancé l'idée en la reprenant de Tobin, en fait, qui est un prix Nobel d'économie. Et même Keynes portait cette idée de taxe sur les transactions financières. Donc, il y a deux fonctions. Il y a de récupérer de l'argent public, en taxant les transactions financières et à un niveau suffisamment important et sur une assiette suffisamment importante, on peut récupérer des dizaines de milliards d'euros au niveau de l'Union européenne, pour être clair, par an. Et la deuxième fonction, il est vraiment de dégonfler la sphère des transactions financières, c'est-à-dire de dégonfler notamment les spéculations, puisque si on rend plus cher une transaction financière, bien sûr, ça diminue le nombre de transactions financières. Voilà. Donc, il y a deux fonctions à ça qu'il ne faut pas oublier, quoi. Et évidemment, l'idée, c'est s'il y a une taxe sur les transactions financières qui est décidée, par exemple, à un niveau européen, voire international, c'est de l'argent qui peut aller à un niveau international pour lutter, par exemple, contre le changement climatique ou contre la pauvreté dans le monde. C'est-à-dire que ça ne revient pas uniquement aux États, mais ça va aussi à la solidarité internationale. Et plus globalement, sur le système financier, le rôle du système financier, on n'est pas contre la finance. On est contre le fait qu'aujourd'hui, l'économie est largement gouvernée par la finance. Et le problème aujourd'hui, il est que dans les grandes entreprises, les décisions se prennent avant tout en fonction des conseils d'administration, pilotés par les plus grands actionnaires, dont la logique est une rentabilité financière de court terme. Et donc, ce que nous, on oppose à ça, c'est les besoins sociaux et environnementaux, le fait que les décisions sur tout le travail, les investissements qu'il faut faire, etc., aujourd'hui, doivent être pensées dans le long terme et en fonction de ces besoins sociaux et environnementaux et ne peuvent donc être pilotés par cette rentabilité financière à court terme. Non, c'est Louis, c'est il y a un des slogans alternativistes très connus, donc également un des slogans d'attaque, qui est « penser global, agir local ». Comment est-ce que vous comprenez ce slogan et dans quelle mesure vous imaginez le concrétiser? Alors, penser global, c'est d'abord l'idée aussi qu'il est important d'avoir des solidarités internationales dans les luttes sociales, environnementales. On le voit d'ailleurs avec la COP26 qui vient d'avoir lieu, le fait qu'il y ait au moins des soulèvements pour le climat un peu partout dans le monde, qu'il y ait des voix internationales, pas seulement des Thunberg, mais beaucoup d'autres. Évidemment, ça entraîne, ça entraîne dans chacun des pays et des régions, quoi. Vous voyez le mouvement féministe dans les 10 dernières années, le mouvement contre les violences policières qui est parti du meurtre de George Floyd, etc. Bon, il y a le mouvement féministe qui est très fort partout dans le monde. Aujourd'hui, il y a des mouvements qui ont une pensée globale, c'est-à-dire l'idée que nous nous battons aux quatre coins de la planète pour les mêmes valeurs et les mêmes combats, et ça peut faire tache d'huile. C'est-à-dire qu'on ne se sent pas tout seul en France ou dans sa région. En fait, il y a beaucoup d'autres mouvements qui luttent pour la même chose. C'est là pour le mouvement féministe, le mouvement climat, etc. Et le mouvement contre les violences policières, ces mouvements qui sont montés depuis 10 ans se sont solidifiés parce que c'était des mouvements internationaux. Ça, c'est pensée globale et se dire qu'on a une pensée systémique aussi, qui articule le social, l'environnemental et la démocratie, et qu'on peut avoir des solidarités internationales pour lutter contre la même chose. Par exemple, contre l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, contre le CETA, on a lutté. Il ne s'agissait pas de lutter les Français contre les Européens contre les Canadiens. Ce n'est pas le problème, ça c'est pour nous un discours de souverainisme nationaliste, d'extrême droite, qui est de dire on veut se protéger contre les Canadiens, c'est pas ça le problème. C'est de protéger les citoyens au Canada comme en Europe
contre les multinationales, qu'elles soient canadiennes ou européennes. Voilà. Il ne s'agit pas de se protéger pour protéger nos propres intérêts nationaux. Il s'agit de se protéger citoyens face à des logiques voilà, qui ne répondent pas aux besoins des citoyens. Et donc, on a fait une campagne qui était voilà, la société civile, entre guillemets, canadienne et européenne, face à ce qui était poussé à la fois, par ailleurs, par les gouvernements canadiens et européens. Voilà, donc, et l'agir local, ben, c'est en même temps le fait qu'on a besoin de s'appuyer sur les dynamiques locales, le sentiment qu'on peut faire quelque chose à son échelle. Voilà. Et alors dans le bouquin, je cite beaucoup les 3 grandes stratégies d'un sociologue américain qui parle de 3 stratégies de mobilisation. Une première stratégie qui est une stratégie de rupture, de confrontation, c'est un peu ce qu'on utilisait par exemple concernant les Gilets jaunes. Une stratégie, disons, de participation critique aux institutions, c'est par exemple quand on est dans un parti politique, on essaie d'être élu pour participer de façon critique aux institutions, ce que font les syndicats quand ils vont siéger dans, dans telle et telle instance. Et il y a aussi une stratégie dite interstitielle, qui est, à notre niveau, on peut aussi essayer de dessiner des alternatives au capitalisme financier. Et c'est par exemple la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, les monnaies locales, les AMAP, etc. Ou l'économie solidaire aussi, d'une certaine façon. Ce sont des formes de tentatives de dépassement du capitalisme à l'intérieur du capitalisme. Je ne sais pas si je suis claire. Et est-ce que certaines formes d'action locale, alternativistes, ne risquent pas parfois de compromettre la planification à grande échelle? Comme par exemple, je pense à Enercop, qui vient des parts de marché à EDF. Est-ce que la perte de pouvoir d'EDF ne va pas résulter dans un frein à la planification qui va être centrale pour la lutte contre le changement climatique, par exemple? Alors, c'est un très bon débat, Enercop versus EDF. Mais justement, je pense que pour reconstruire, comment dire, alors dans mon bouquin, j'en parle, hein, c'est-à-dire que pour reconstruire une dynamique progressiste de gauche, hein, parce que moi je pense que le mot gauche est encore important, écologique, en tout cas une alternative sociale, environnementale et démocratique, il ne faut pas qu'on oppose globalement ce qui relève de l'État, de la planification et justement du pensée global, et des alternatives qui se créent sur le terrain, ou qui se créent justement dans ces interstices du type Enercop. Pour autant, moi je suis pour une articulation des deux, c'est-à-dire qu'à la fois je pense qu'il faut qu'on ait aujourd'hui une planification énergétique avec un grand service public de l'énergie, beaucoup plus démocratique qu'aujourd'hui, parce qu'évidemment EDF me pose des questions, Engie aussi, enfin voilà, en tout cas EDF. Bon. Donc il faut cesser la privatisation rampante, pour moi, de ces grandes entreprises qui sont au fondement de la transition énergétique, parce qu'il faut que les plus grandes décisions de transition énergétique soient entre les mains du public, et en même temps, il faut que ce soit une grande entreprise publique refondée démocratiquement et qui fasse l'articulation, qui s'appuie aussi sur ces alternatives du type Enercop. Et je ne suis pas pour séparer, je ne suis pas pour opposer les deux. Voilà. Je sais que c'est compliqué, hein. Il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois, j'intervenais à l'Assemblée générale justement des coopératives solidaires. Bon. Et justement, j'ai essayé d'argumenter dans ce sens-là en disant nous n'opposons pas les deux. Pour moi, il faut vraiment, ce que je dis dans le bouquin, il faut une planification dont l'État, le niveau national doit être aujourd'hui le jalon premier, voilà, le premier niveau. Mais en même temps, il faut que cette planification elle s'appuie sur, les collectivités locales, qu'elles soient réellement démocratiques, donc qu'elles s'appuient aussi sur les associations, les usagers, les représentants syndicaux, y compris d'entreprises et ça, voilà. Mais qu'elle associe vraiment les collectivités locales et qu'elle associe ce qu'on appelle, entre guillemets, les communs, c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre du monde justement associatif, coopératif, etc. Et qui est une réelle articulation entre les deux. Mais évidemment, il faut que tout ça soit dans un cadre général qui pourrait être une planification avec des aides qui pourraient être conditionnées, par exemple, à ces associations, à ces coopératives qui vont dans le sens de la transition énergétique. Et sous conditions écologiques et sociales, à l'inverse aujourd'hui de toutes les dizaines de milliards d'euros publics qui sont distribués sans conditions écologiques et sociales. Voilà, ça c'est clair. Ok, merci beaucoup. On va revenir maintenant à votre domaine d'expertise qui est l'agronomie, puisque vous avez été diplômé en 2003 du génie rural des eaux et des forêts. Vous êtes maître de conférence à AgroParisTech sur le sujet.
Dans votre livre, Le business est dans le pré, vous revenez sur les politiques agro-industrielles françaises, européennes et mondiales. Et vous revenez notamment sur la PAC, la politique agricole commune au niveau européen. Vous expliquez que dans les années 60, c'est un succès, et qu'ensuite les choses sont un peu empirées, donc il y a eu de nombreuses réformes, et encore aujourd'hui, d'intenses négociations ont lieu pour en dessiner les contours. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont, selon vous, les succès, les échecs de la PAC, et à quoi devrait ressembler la PAC dans les années à venir pour faire face aux enjeux sociaux et environnementaux auxquels on doit tous faire face? Alors là, j'ai une autre casquette. C'est compliqué les casquettes, hein, parce que c'est vrai que je suis à la fois donc, responsable associative militante bénévole, quelque part, en dehors de mon boulot. Voilà. Et en même temps, voilà, je suis prof à l'agro de Paris, et ça, c'est mon boulot. Et enseignante-chercheuse, voilà, pas très loin d'ici, à quelques centaines de mètres. Voilà. Alors, je crois que peut-être j'en ai vu certains déjà en cours dans les échanges. J'en aurai peut-être pour ceux qui font le concours des élèves. Donc là, je reprends ma casquette d'enseignante-chercheuse en économie. D'ailleurs, je veux faire une petite parenthèse, parce que souvent, on me fait la remarque, ah oui, mais vous êtes économiste. Je fais la remarque avant tout, c'est qu'il n'y a pas d'économiste neutre. Voilà. Le chercheur en économie qui vous dit « je suis neutre », il faut se méfier. C'est-à-dire que pour moi, l'économie est une science, d'abord une science sociale, et qu'il y a une diversité de paradigmes en économie qui coexistent. Certains ont été dominants à certaines périodes. Il y a eu par exemple, une orthodoxie qui a été le marxisme dans certains pays, qui a été le keynésianisme durant les 30 glorieuses, et encore avant d'ailleurs, dans les pays occidentaux. Aujourd'hui, on a plutôt un paradigme dominant néolibéral, mais en fait, il y a des paradigmes différents, dont certains dominent et d'autres non. C'est pour ça qu'on parle d'orthodoxie et d'hétérodoxie en économie, mais en fait, il y a une pluralité de paradigmes qui dépendent des approches que l'on adopte, des théories que l'on adopte, et même en fonction de ça, des visions que l'on adopte, par exemple, de l'être humain. Est-ce qu'on adopte une vision de l'homo economicus ou pas? Enfin voilà, voilà, je le dis parce que je crois que c'est très important pour avoir un débat ouvert en économie. Moi-même, dans mes cours, j'essaie de montrer les différents arguments, même si moi j'ai un point de vue assez... Voilà, j'ai mon point de vue d'économiste, mais j'essaie de montrer les différents points de vue qu'il peut y avoir, par exemple, sur la PAC, voilà, sur la politique agricole commune. Parce qu'évidemment, on a des gros débats entre économistes agricoles sur la PAC et ce qu'elle devrait être. Est-ce qu'il faut qu'elle réponde mieux ou pas à l'environnement, etc. Enfin, vous imaginez les débats qu'il peut y avoir aujourd'hui. Alors, sur la politique agricole commune, d'abord, pourquoi c'est super important? Parce que c'est en France 10 milliards d'euros par an, et surtout, ça représente à peu près 2/3, grosso modo, ça dépend des années, du revenu agricole national, des aides de la PAC. 2/3 du revenu agricole national. Il y a plein d'exploitations, par exemple, une très grande majorité dans les bovins viandes, par exemple, qui ont plus d'aides que de revenus. Vous leur enlevez les aides, c'est un revenu négatif. Pour vous dire quand même que c'est un énorme levier a priori pour... ça pourrait être un énorme levier de transition. D'accord ? Et la deuxième raison, c'est que c'est à peu près 30 000 € par bénéficiaire de la PAC quand même. C'est plus 15 000 quand même. Voilà. Donc, a priori, ça peut être un énorme levier. Or, vous l'avez vu actuellement, on a quand même un certain nombre d'enjeux. D'abord, on continue à détruire beaucoup d'emplois agricoles alors qu'on est dans une période de chômage de masse. D'accord ? Entre 10 et 20 000 emplois voilà, depuis 30 ans qui sont détruits par an dans l'agriculture. Voilà. Il y a une agriculture qui est de moins en moins familiale, avec un développement du travail salarié, mais aussi un développement de structures voilà, où ça n'est plus le travail familial qui est majoritaire. Et puis surtout sur le plan environnemental aussi. Hein, je sais pas, vous savez que l'agriculture évidemment pose des problèmes voilà, en termes de biodiversité, de pollution des eaux, des airs, de l'air et des sols, etc. Et pour finir, même sur le plan commercial, entre guillemets, de balance commerciale, certes, on a une balance commerciale positive en France. D'abord, c'est grâce uniquement aux alcools. Hein. Et en plus, oui, si vous avez l'alcool, on est importateur net. Mais surtout, on est importateur net de plus en plus de fruits et légumes, par exemple. C'est-à-dire que même en termes de balance agricole, de balance commerciale,
eh ben, on est de plus en plus importateur net de produits pour lesquels on est importateur net. Donc, on n'est pas en train d'améliorer notre autonomie alimentaire, si vous voulez. On est toujours importateur net de 80% du soja utilisé, etc. Donc, on a des exploitations de plus en plus grandes, de plus en plus concentrées, de plus en plus difficiles à transmettre. Voilà. Donc, on a d'énormes enjeux et aujourd'hui, pour moi, on a une politique agricole commune qui n'y répond pas alors qu'il y a beaucoup d'argent qui est mis sur la table. En vraiment quelques minutes, c'est compliqué de faire en quelques minutes par ailleurs, mais parce que par ailleurs, j'en fais 20 heures de cours, même public. En gros, pour faire très vite, des années 60, ça a été mis en œuvre jusqu'aux années 80-90. Cette PAC, qui a été construite après la Seconde Guerre mondiale, elle visait la sécurité alimentaire, elle visait le fait de diminuer les prix agricoles et alimentaires pour les consommateurs, et surtout à faire comme les Américains en face, c'est-à-dire faire en sorte qu'on produise de plus en plus par travailleur agricole. Donc, on augmente la production par travailleur, par bête et par hectare. Voilà. C'est ça qu'on appelle le productivisme. Mais n'empêche que ça a permis de devenir exportateur net, même si aujourd'hui je vous dis qu'il y a des limites, et que ça a permis, finalement, à une époque où on importait énormément, où après la Seconde Guerre mondiale, il y avait les tickets de rationnement alimentaire. Voilà, donc la PAC, elle a permis ça. En régulant très fortement par du stockage public, dérégulation de volume de production, régulation des prix, des échanges, etc. Arrivent les années 80-90, où en fait, avec le paradigme néolibéral qui s'installe, évidemment, la PAC est une hérésie parce que c'est trop de régulation des marchés, etc. Bref, on dérégule les marchés quand même très fortement. Et du coup, les prix qui étaient très régulés, et en fait, on les a laissés varier avec les cours internationaux, ce qui fait qu'aujourd'hui, les prix font ça. Et par contre, on l'a compensé par des aides directes massives distribuées aux agriculteurs parce que les prix ne couvrent pas les coûts de production. D'accord ? Et aujourd'hui, ces aides directes massives, elles sont versées pour la plupart par hectare, sans lien avec les services environnementaux, quasiment pas, sans lien avec le travail, parce que c'est par hectare, donc c'est des subventions au capital foncier et pas au travail. Vous voyez, si on les versait par travailleur, ça aurait une autre allure. Sans lien avec le niveau des revenus et des prix. Donc, c'est vraiment des aides et en plus, elles sont différentes selon les exploitations, quoi. Donc, vraiment, c'est des aides dont on se demande quelle est la légitimité sociale et environnementale. Mais l'argument, c'est c'est des aides par hectare qui ne créeraient pas de distorsion de concurrence parce qu'elles sont versées sans lien avec les choix de production. Vous voyez, la logique néolibérale, et c'est génial, l'Organisation mondiale du commerce adore, allons-y. Et c'est aujourd'hui le problème, c'est qu'on a des aides PAC qui... Alors, et en même temps, il y a deux dogmes qui aujourd'hui, pour moi, enfin, en tout cas, deux groupes d'intérêts qui se retrouvent là-dedans. À la fois, ceux qui pensent néolibéralisme économique, et qui se disent, bon, de toute façon, c'est des aides, même si elles sont massives, on a arrêté de réguler les prix, les échanges et la production, donc tout va bien. Ça, c'est une première chose. Ça, c'est la pensée néolibérale. Il y a une deuxième pensée qui s'y retrouve aujourd'hui et qui défend ce modèle-là. En tout cas, le statu quo, c'est aujourd'hui le syndicalisme agricole majoritaire, notamment la FNSEA, et ce que je dirais, ce que j'appelle des intérêts néo-mercantiles, ou on pourrait dire productivistes, qui sont encore dans l'idée que, il faut disons, avantager les moyennes et grandes exploitations, il faut substituer du capital au travail. Vous l'avez vu, et je finirai là-dessus. Ça donne une idée aujourd'hui de l'orientation. Le plan France Relance 2030, sur l'agriculture, 3 objectifs, numérique, robotisation, génétique. Voilà. À l'inverse de l'agroécologie telle qu'elle est pensée par ses fondateurs, c'est-à-dire une agriculture économe-autonome, qui joue sur les fonctionnalités des écosystèmes et qui jouerait par exemple sur la rotation des cultures diversifiées et allongées, qui jouerait sur la complémentarité culture-élevage à nouveau dans les exploitations des territoires, qui jouerait sur la lutte biologique, qui jouerait sur tout un tas de techniques agronomiques qui par ailleurs ne nécessiteraient pas d'acheter des machines, d'acheter de la robotique, etc., qui endettent les exploitations. Je ne dis pas qu'il faut mettre de côté totalement le numérique et la robotique, etc. Je dis simplement que de tout fonder sur numérique, robotique, etc., c'est oublier totalement l'agroécologie et le fait qu'aujourd'hui, on doit avoir une agriculture qui, au contraire, soit plus économe, autonome
et qui demande moins de ponction sur les ressources fossiles aussi, parce qu'il ne faut pas se leurrer, du numérique, robotique, etc. C'est aussi des data centers et de la pollution, c'est aussi de la pollution numérique, de captation des ressources fossiles, etc. C'est aussi de la captation de données des agriculteurs par des multinationales. C'est un endettement des agriculteurs, la difficulté encore plus de transmettre les exploitations qui ne sont plus transmissibles parce qu'elles ne sont plus dans un format familial ou de moins en moins. Enfin voilà, ouais, je m'arrête là. Donc voilà, et aujourd'hui, alors je citerai juste un ancien ministre de l'Agriculture, je finis par ça, qui s'appelle Edgar Pisani, qui a fait les lois de 1960 et 62 en France, qui étaient vraiment vues comme les lois productivistes, entre guillemets, qui justement ouvraient l'ère de il faut produire plus par travailleur, par hectare et par animal, et il faut pour ça un accompagnement technique. Ça, c'est les lois de Pisani 62. Et Pisani écrit un livre dans les années 2000 qui s'appelle Le vieil homme et la terre, qui est un livre magnifique, où il dit mais ce paradigme, aujourd'hui, face aux nouveaux enjeux sociaux et environnementaux, il faut totalement le remettre en cause, et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Voilà. Merci pour cette réponse complète. Ouais, trop, donc pardon. Je m'emballe quand je parle de ça. Si on pourra peut-être développer un peu dans les questions, ou sinon vous pouvez lire le livre Le business est dans le pré pour avoir plus d'informations. On va maintenant parler de votre deuxième livre, donc Le bloc arc-en-ciel, que vous avez publié le 9 septembre dernier. Donc vous défendez notamment l'idée d'un projet politique fédérateur, un peu ce que vous disiez dans le Pensée globale tout à l'heure, derrière lequel toutes les luttes sociales convergeraient, une sorte un peu d'union radicale de la gauche. Quelle forme pour vous prendrait cette union et comment est-ce que vous voyez transformer en un projet politique solide cette union cosmopolite de tout horizon? C'est une grande question. Je n'ai pas l'intention de répondre tout à fait, mais en tout cas d'élaborer des pistes, en tout cas de poser des questions par rapport à cette question. Voilà. Alors, ça veut dire quoi pour moi le bloc arc-en-ciel? D'abord, j'ai pris l'idée de... en fait, c'est un terme qui existe depuis longtemps, la Rainbow Coalition. En fait, c'est la fin des années 60. C'est une coalition entre le Black Panther Party Chicago et les latinos et les blancs pauvres venus notamment du sud des États-Unis et qui s'allient contre la ségrégation raciale et sociale. Et là, je trouve que c'est intéressant parce que, en fait, plutôt que... Alors que c'était les groupes qui s'affrontaient entre eux, notamment disons ces latinos et ces blancs pauvres venus du sud qui se battaient, y compris sur un front nationaliste, voire raciste, avec les Black Panthers Party, font une coalition qui du coup dépasse l'idée de... Enfin, je dis ça, c'est important aussi dans disons, un contexte de montée de l'extrême droite en France, hein, c'est-à-dire qu'au lieu de s'en prendre à celui qui serait immigré, au lieu de s'en prendre aux racisés, au lieu de on s'en prend à ce qui est aujourd'hui le véritable rapport de domination, qui est un rapport de domination notamment sociale. Voilà. Et donc, je pense que cet exemple de la Rainbow Coalition est extrêmement intéressant pour ça. Et donc, ils sont battus ensemble contre la ségrégation raciale et sociale, et ils ont eu un poids politique relativement important ensuite dans les années suivantes. Et alors, qu'est-ce que c'est aussi le bloc arc-en-ciel pour moi? C'est le rouge des traditions communistes et syndicales en France, voilà. Le vert des mobilisations écologistes, le violet du féminisme, le multicolore, je dirais, des luttes antiracistes, LGBTQ+, etc. Et le jaune, oui, je dis le jaune aussi des insurrections populaires, du Gilets jaunes, aux Nuits debout, sur notamment les questions démocratiques. Et l'idée, c'est comment, à un moment donné, on peut penser une convergence de ces mouvements-là en se disant qu'on se bat pour de mêmes valeurs et contre un même système. Et en l'occurrence, un système capitaliste qui s'accompagne de mêmes rapports de domination, qui sont des rapports de domination des riches sur les pauvres, des grands patrons sur les salariés, mais aussi rapports de domination sur la nature, rapport de domination des blancs sur les non-blancs, des hommes sur les femmes, etc. D'accepter qu'il y a ces différents rapports de domination, mais qui font système. Et qu'on peut se battre ensemble contre un autre système qui viserait à combattre l'ensemble de ces rapports de domination. Voilà.
Et notamment, moi je développe beaucoup dans le bouquin parce que j'y suis particulièrement sensible, c'est l'articulation entre les luttes sociales et écologistes. C'est-à-dire se dire qu'aujourd'hui, les luttes environnementales, écologistes sont profondément sociales, puisque le réchauffement climatique va d'abord et avant tout se répercuter sur les plus vulnérables. D'abord sur les pays du Sud, et ensuite sur les plus vulnérables de ces pays. Voilà. C'est profondément social aussi parce que, et vous avez vu par exemple les chiffres d'Oxfam, c'est-à-dire que ceux qui polluent le plus, ce sont les plus riches. Et ceux dont on doit revoir avant tout le mode de consommation, ce sont les plus riches. Et on doit revoir aussi la manière de produire des multinationales en particulier. Donc c'est s'attaquer aussi au fonctionnement du capitalisme financier, à la manière de fonctionner et de décider des multinationales, et un mode de consommation qui est celui des plus riches. Voilà. Et c'est profondément social aussi, parce que c'est comment on va opérer la sobriété énergétique, l'efficacité énergétique, en répartissant mieux les richesses. Parce qu'évidemment, il ne s'agit pas de s'attaquer à ceux qui sont déjà dans la précarité énergétique et matérielle. Voilà. C'est-à-dire que tout le monde n'aura pas à fournir les mêmes efforts, disons, dans cette transition énergétique et matérielle. Donc, il y a vraiment une question écologique qui est profondément sociale. Et donc, on a tout intérêt à penser la transition écologique et sociale en même temps. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des convergences, notamment entre des grands syndicats de salariés et des organisations environnementales. Que ce soit dans le cadre il y a deux coalitions qui existent aujourd'hui, celle de Plus Jamais Ça et celle du Pacte pour le pouvoir de vivre. Mais dans les deux cas, il y a une tentative entre organisations environnementales et syndicales, plus des organisations, par exemple, de lutte contre la pauvreté, comme les Emmaüs ou la Télécarmonde, etc., qui travaillent ensemble pour essayer de trouver des réponses communes. D'abord, s'appuyer sur des valeurs communes et trouver des réponses, des propositions politiques communes qui répondent aux deux enjeux, aux multiples enjeux en même temps. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été claire. Peut-être avoir. Peut-être avoir le temps pour une dernière question avant de passer aux questions du public. Donc, on a une question sur la radicalité. Ouais. Donc, c'est l'un des mots de votre livre. Donc, on a vu, par exemple, Sandrine Rousseau, lors de la primaire écologiste, porter un projet plutôt radical et passer tout près de la victoire. La question qu'on souhaite vous poser, c'est dans quelle mesure, selon vous, la gauche doit se présenter avec une certaine forme de radicalité pour prétendre à une victoire face à la droite en 2022, par exemple. Alors déjà, je dois dire, c'est assez particulier parce que quand j'ai fini d'écrire le bouquin en juin, et en fait, on s'est dit avec Sandrine Rousseau, il y a quelque chose, c'est qu'en fait, on a utilisé les mêmes mots au même moment sans se le dire, parce qu'on se connaissait assez peu, même si c'est une collègue économiste par ailleurs. On a utilisé les mêmes mots au même moment, quoi, sans s'en parler. Pourquoi la radicalité? Alors, moi, le sens que je lui donne, hein, c'est vraiment la remise en cause des racines du système. Voilà. Et donc, c'est l'idée qu'il faut quand même changer globalement le système, et c'est pas changer quelques petites choses à la marge, quoi. Et ça fait écho aussi, en fait, c'est pour ça que j'en parle beaucoup dans le bouquin, aux mouvements sociaux de ces 10 dernières années. Hein, quand vous entendez les jeunes, vous et d'autres sans doute, mais en tout cas, les manifs pour le climat, que ce soit en France ou ailleurs, c'est changeant le système, pas le climat. Quand vous avez des mouvements féministes qui disent « nous sommes forts, fiers, féministes et en colère », c'est cette idée aussi qu'elles s'attaquent à un système qui n'est pas que un système de domination des hommes sur les femmes, mais un système plus global. Voilà. Et donc, il y a et c'est aussi ce qui a été porté dans la coalition Plus Jamais Ça, où il y a plein d'organisations, d'ONG, etc. Notamment après, au moment de la crise sanitaire, hein, c'est vraiment l'idée que par exemple, si on ne veut pas reproduire une crise comme celle de la crise du Covid, ça nécessite de changer beaucoup de choses dans notre système économique et social. Par exemple, ça nécessite de rebâtir complètement les services publics, notamment des hôpitaux publics, mais aussi de l'éducation. Voilà. Ça nécessite, par exemple, d'avoir une bien meilleure autonomie pour ne pas être obligé d'être bloqué parce qu'on n'a plus les composants sur certains médicaments, on n'a pas les masques qu'il faut, parce qu'on n'a plus l'industrie pour les faire, on a trop mondialisé, etc. Donc voilà, ça nécessite de penser global, pour le coup, je rejoins la question, de penser global pour changer le système. Et pour moi, c'est ça la radicalité.
je pense qu'aujourd'hui, nous n'aurons pas de réponse à la hauteur des enjeux sociaux et environnementaux sans un changement quand même relativement profond de ce système économique, donc des politiques publiques qui l'accompagnent. Évidemment, ce changement profond, il doit être fait de manière démocratique. C'est pour ça que dans le bouquin, moi, il y a 3 leviers que je finirai là-dessus, mais il y a 3 leviers que je défends. Le levier de la planification démocratique, écologique et sociale. Voilà. Le levier de la relocalisation, parce que pour moi, je pense que c'est aussi une façon de répondre au désir quelque part de territoire et voilà, de maîtriser aussi ce que l'on souhaite consommer, la façon dont c'est produit. Et puis l'idée de socialisation. Alors, il ne s'agit pas de la socialisation à la Staline, hein, évidemment, je le dis tout de suite. La socialisation, c'est l'idée d'extirper de la logique de rentabilité financière les principales décisions en termes de travail, de production, de consommation. Et donc, c'est développer à la fois le secteur des services publics et du public, mais aussi développer le secteur associatif, coopératif, etc. Et puis aussi à l'intérieur des conseils d'administration d'entreprises privées qui ne seraient pas coopératives, etc., faire en sorte qu'il y ait des règles, des lois qui permettent d'avoir des conseils d'administration qui répondent, enfin, dont la composition permet de répondre bien davantage à ces besoins sociaux et environnementaux. Voilà. C'est grosso modo. Ok. C'est bon. Très bien, merci beaucoup. On va passer, je pense, maintenant aux questions du public. Donc, est-ce que certaines personnes ont des questions? Sur Zoom. Ou sur Zoom, en effet. Oui, Max. Vous avez évoqué la PAC comme un levier pour changer le paradigme agricole, vraiment plus de travailleurs, de plus petites exploitations, rotation de culture. Est-ce que les 10 milliards de la PAC seront suffisants pour permettre la transition sans augmenter les prix des nourritures, ou alors il faudra quand même accepter une montée des prix et peut-être aussi se mettre au protectionnisme agricole? Alors, il y a 2 choses, effectivement. Moi, je pense que les prix, en tout cas, les prix agricoles en tant que tels, ne reflètent pas effectivement les coûts de production. Voilà. Je vous parle des prix agricoles, pas des prix alimentaires. Il y a une petite différence entre les deux. Hein. Parce que globalement, ce qui s'est passé depuis 60 ans, c'est que autant les prix agricoles ont cessé de diminuer, autant les prix alimentaires ont stagné, voire augmenté. Plus les coûts de production ont augmenté. Donc, et pour les agriculteurs, ils se retrouvent effectivement pour un certain nombre en grande difficulté. Donc, comment on répond à ça? Moi, je dis que les prix alimentaires, les prix agricoles d'abord, doivent être plus importants. Et que, il faut mieux réguler les marges au sein des filières agroalimentaires. Et aujourd'hui, on a un gros problème de concentration de plus en plus des entreprises de transformation, mais surtout des entreprises de distribution et des centrales d'achat. Voilà. Raison pour laquelle aujourd'hui, le développement des circuits courts peut être une alternative. Mais attention, hein, d'ailleurs, je vous le dis quand même, parce qu'on parle beaucoup de circuits courts, bio, machin, il faut quand même vous rendre compte que c'est une toute petite partie de la consommation alimentaire et de la production agricole aujourd'hui. Donc, il faut réguler donc, les marges, ça c'est la première chose. Une fois que les prix agricoles reflètent davantage les coûts de production. Donc, ça veut dire une beaucoup plus forte régulation des marchés. Et deuxièmement, pour que l'alimentation soit accessible, il faut augmenter ceux qui aujourd'hui n'ont pas les moyens de se nourrir correctement. Donc, il faut augmenter les revenus de ces ménages-là. Donc, ça veut dire, pour moi, augmenter le SMIC, augmenter les minima sociaux, faire en sorte que ces ménages-là qui ne peuvent pas se nourrir correctement puissent le faire. Et ensuite, je pense qu'il y a un énorme levier aujourd'hui, au moins pour chaque enfant en France, c'est la restauration collective. Si demain, toute la restauration collective est bio et avec un approvisionnement entre guillemets régional, dans un rayon, et je dis cela parce que la mairie du 5e, qui est pourtant pas à gauche, la mairie du 5e arrondissement le fait. Elle a un système absolument de mon point de vue très exemplaire en termes de cantine. Et pour un des coûts de revient de tous les arrondissements, un des coûts de revient les plus faibles.
Donc, ça ne coûte pas plus cher parce que ça permet de court-circuiter aussi, par exemple, les marges et les bénéfices de Elior ou de la Sogeres, pour en clair, de Sodexo. Donc, mais ça nécessite une remunicipalisation des cantines, ça nécessite de revenir aussi voilà, à des centrales de cantines sur place, etc., soit dans les écoles, soit au niveau du ville, voilà. Donc, ça demande quelque part une resocialisation. Voilà. Donc, et en tout cas, je pense que ça, c'est un énorme levier. Parce que si vous offrez ce levier dans toutes les cantines, pas seulement les cantines des écoles, hein, mais les hôpitaux, vous avez, voilà, je pense que certains ont fait des séjours dans les hôpitaux publics. Je veux dire, la façon dont on nourrit les patients aujourd'hui est inadmissible. Enfin, la qualité de l'aliment. Donc, je veux dire, si on faisait ça dans toutes les administrations publiques, dans toutes les cantines, si on imposait le fait qu'il y ait un approvisionnement bio et local, je pense que ça changerait beaucoup de choses déjà en termes de débouchés pour ces producteurs agricoles et les inciter. C'est-à-dire que les producteurs agricoles, par les aides, on peut les inciter en réorientant les aides vraiment vers une transition écologique et sociale, mais il faut qu'en face, on leur offre des débouchés, une certaine protection. Voilà. Et par ailleurs, je dis une dernière chose, c'est que on peut dérouler tout ça maintenant, c'est que, par exemple, si vous voulez aujourd'hui manger des thons sans pesticides, puisque c'est quelque chose qui se dit beaucoup actuellement, il faut manger sans pesticides, etc. Ben, c'est compliqué de dire aux agriculteurs, on ne fait plus de pesticides du tout en France, voilà, il n'y a plus de produits phytosanitaires, pour être clair, tout en ouvrant grand les vannes des frontières et en important. Avec des produits qui ont été traités avec des produits qu'on n'utilise pas qu'on n'autorise pas en France. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, ça pose la question aussi d'une certaine désobéissance aux droits de la concurrence et aux règles commerciales actuelles. Notamment, par exemple, pour obliger à ce que ce qui soit importé en France respecte, ou en Europe, respecte les règles que l'on a dictées en France et en Europe sur, par exemple, le traitement phytosanitaire. Voilà. Bonjour, merci pour votre intervention très intéressante. Pour rebondir encore sur ce qui a été dit là sur le niveau de l'agriculture, vous avez évoqué deux types de modèles par opposition, qui serait le modèle familial de production contre des entreprises finalement de production qui ont plusieurs terres et plusieurs fermes historiquement dans des nouvelles optiques de production. Est-ce qu'on n'aurait pas encore un modèle alternatif qui pourrait être intéressant? Je dis ça notamment parce que sur le modèle familial tel qu'on le pensait, il y a eu 2 générations, il y avait énormément d'emplois non rémunérés, par exemple. Ça, toute la famille était mise en œuvre. Ce n'est pas forcément non plus aujourd'hui un modèle qu'il nous faut souhaiter. Donc, nous, on entend parler parfois, par exemple, de jeunes, des villes hein, aussi, qui vont repartir à la campagne, fonder des fermes, et à plusieurs aussi, pour essayer voilà, de mettre en commun des moyens. Donc ça, c'est un des modèles. Un autre pourrait peut-être aussi, je ne sais pas si le public pourrait se réapproprier cette production qui est historiquement extrêmement privée, notamment au niveau de l'attribution des terres, qui aujourd'hui est un vrai débat au sein de l'agriculture. Donc voilà, j'aimerais bien avoir votre vision sur ces nouveaux modes de production à nous proposer. Alors, ces modes de production, tout ce qui est par exemple je sais pas si vous pensez à ça, la mise à disposition de terres par temps de lien, par exemple, le fait d'avoir voilà, une exploitation collective, commune, avec différents statuts, cycles, etc. Donc, je ne sais pas si c'est à ça que vous pensez, mais d'abord, ça reste très marginal. Et aujourd'hui, le vrai problème, je suis tout à fait d'accord pour développer absolument tous ces modes-là. Mais le problème aujourd'hui est que le gros de l'agriculture, il subit d'abord des prix du foncier de plus en plus importants, entre guillemets, un agrandissement des exploitations, que par ailleurs, il y a plein de jeunes qui veulent s'installer en agriculture, mais qui n'ont pas le foncier disponible parce qu'on ne leur laisse pas. Compris parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a tout un tas d'institutions. Enfin, comment dire, la SAFER qui régule les terres, elle a aussi ses limites. Heureusement, elle existe encore, mais elle a ses propres limites. Hein. Et donc aujourd'hui, on a des exploitations. C'est ça qu'il faut bien voir, c'est que la grande majorité des exploitations agricoles en France, elles s'agrandissent petit à petit. Et il reste une agriculture de niche qui fait peut-être, je ne sais pas, je dirais entre 10 et 20% des exploitations. Et peut-être moins encore en termes de surface.
et le problème, c'est que l'écart grandit. Pour moi, il y a une dualisation aujourd'hui. Et le problème, il est de ces 80%, vous voyez, qui sont de plus en plus concentrés, qui maintiennent de moins en moins l'emploi sur le territoire, qui substituent de plus en plus de capital au travail. Et comment on fixe des règles là-dessus? Comment à un moment donné, on stoppe ça ou pas? Voilà. Et donc, le problème, il est que même pour le syndicalisme agricole majoritaire, hein, cette agriculture de niche, on perd la de niche, il n'y a pas de souci. Le problème, moi, c'est comment on fait de cette agriculture qui maintient davantage d'emplois sur le territoire et ça, comment on fait de cette agriculture le modèle dominant. Et pas seulement une agriculture de niche qui reste de niche. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et aujourd'hui, le problème, c'est que on a le risque d'une agriculture bio, de qualité, familiale, circuit court, AMAP, tout ça, mais qui ira à une petite partie des consommateurs qui, par ailleurs, ont le capital financier et humain et intellectuel pour le faire. Voilà. Certaines places privilégiées du point de vue soit socio-culturel ou économique. C'est ça le risque, et d'avoir de l'autre côté la très grande majorité des consommateurs qui en fait ont accès à une alimentation de plus en plus standardisée, transformée, mauvaise sur le plan sanitaire, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc pour moi, le problème, il est quel modèle dominant on veut. Et pas seulement se contenter d'une agriculture bio, etc., de niche, qui pour moi doit être aujourd'hui demain le modèle dominant. Le modèle d'agriculture familiale bio qui maintient l'emploi sur le territoire. Et par ailleurs, par rapport à l'emploi salarié, parce qu'aujourd'hui, 30% de près de la quantité d'emplois agricoles, maintenant, c'est l'emploi salarié. Hein. Et le problème, il est aujourd'hui, c'est l'emploi salarié. Parce qu'il faut bien comprendre qu'avec la pression sur les coûts de production, etc., eh bien, qu'est-ce qui se passe? On a un travail agricole salarié qui est extrêmement précaire, de plus en plus précaire. Il y a un droit du travail avec des exemptions faramineuses. Il y a par ailleurs un travail au gris, un travail au noir très important. Et des conditions. Et aujourd'hui, les conditions, évidemment, les agriculteurs disent, pour certains, les patrons agricoles, qui disent on ne trouve plus de main-d'œuvre salariée, donc heureusement, il y a des étrangers qui viennent. Mais en fait, c'est les conditions de travail et les salaires faibles qui ne sont pas acceptées par les locaux. Parce que c'est vraiment des conditions extrêmement pénibles. Voilà. Et donc aujourd'hui, on a une main-d'œuvre migrante pendulaire qui subit par ailleurs des conditions de travail qui sont inacceptables en fait. Voilà. Et donc, ce que je veux dire, c'est que pour moi, cette remise en cause de l'agriculture familiale, le problème, c'est qu'en plus, elle s'accompagne de ça, de ce développement d'un travail salarié extrêmement précaire et dans des conditions de travail qui aujourd'hui sont inacceptables et invisibilisées par ailleurs. Bonjour, et merci encore aussi pour toute la présentation. J'avais une question qui allait un petit peu dans le même esprit, c'est-à-dire que si on... Je te enlève le masque. C'est-à-dire que si on a tendance à vouloir augmenter donc, ce nombre de productions, de petites productions en quelque sorte, et donc du coup de réduire le nombre de très très grosses productions, d'un point de vue de la négociation et du prix qui va être négocié avec les seulement 6 centrales d'achat françaises, est-ce qu'on n'est pas en train d'enlever un énorme pouvoir aux différentes productions et que justement ça ne peut pas être intéressant d'avoir des grosses centrales qui peuvent justement garder un peu de pouvoir face à cet oligopole de 6 centrales d'achat comme on a en France, mais aussi dans la plupart des pays où il y a peu de centrales. Ce que je veux dire, c'est que si on a beaucoup de producteurs, leur pouvoir de négociation face aux centrales va être tellement faible que... Oui, c'est sûr, on pourrait du coup, si on se retrouve avec un oligopole de production, c'est une solution. Antilibérale d'ailleurs possible, hein, parce que normalement le néolibéralisme économique, la concurrence serait parfaite, c'est une infinité d'offres et de vendeurs. Donc là, on est face à des oligopoles, on construise d'autres oligopoles. Quoi. Voilà. Mais bon, par ailleurs, il faut savoir qu'en moyenne, plus une exploitation est grande, moins elle a d'emplois pour une surface donnée, pour une certaine valeur ajoutée créée, etc. Voilà. Donc, vous détruisez de l'emploi dans un contexte de chômage de masse. Et donc, déjà, ça, c'est un premier problème quand même. Et pour la question des grandes exploitations. Hein. Voilà, donc, et puis, c'est des exploitations, effectivement, qui sont de moins en moins transmissibles, en fait, dans le cadre familial. Voilà. Donc, ça pose quand même, la question des oligopoles de production pose quand même grandement question. Par contre, ce qui est possible aujourd'hui, c'est que les producteurs s'organisent entre eux. Et c'est ce qu'on essaye de pousser, sauf que le problème, par exemple, dans le lait,
face à Lactalis qui fait un tiers de la collecte laitière. Vous savez que Lactalis, c'est tout ça, c'est quand même le numéro 1 mondial des produits laitiers. C'est-à-dire qu'en France, on a la première multinationale mondiale de produits laitiers. Et en fait, face à Lactalis qui fait un tiers de la collecte nationale, à peu près, je crois, ou un quart, pardon, évidemment, les producteurs ont du mal à exister, quoi, hein. Il y a une pression énorme sur les prix. Voilà. Et donc, on a dit aux producteurs, organisez-vous. Le problème, c'est qu'ils ont fait une cinquantaine d'organisations qui, du coup, ont très peu de pouvoir. Voilà. Il aurait fallu en faire quelques-unes pour peser face à Lactalis. Et c'est là qu'on se rend compte que, en fait, cette solution de s'appuyer sur l'organisation même des producteurs, elle est un peu limite. Et donc, c'est là qu'on en revient à la question de la régulation de marché, c'est-à-dire à la régulation des marges, des prix à chaque échelle, à chaque étape. Et alors, il y a un exemple qui, certes, n'est pas totalement extensible à toute l'économie agricole, mais qui, quand même, donne à voir des possibilités. C'est ce qui se fait dans le comté. Je ne sais pas si certains sont du Jura ici. Non. Dans le comté, comment ça fonctionne? Vous avez une très forte régulation. Chaque année, vous avez une interprofession entre producteurs, transformateurs, les fromageries et les affineurs qui s'entendent sur le partage de la valeur, sur les prix à chaque échelon. Ils s'entendent sur un volume à venir en fonction de l'état du marché. Ils s'entendent sur un cahier des charges très restrictif. Par exemple, on n'a pas le droit d'avoir une fromagerie à plus de 25 km d'une exploitation, ce qui fait que vous avez 150 fromageries dans le Jura, les petites fruitières de comté. Voilà, donc ça veut dire que quand même, quand on s'organise, quand on régule, on peut avoir cette répartition des marges. Mais il faudrait avoir cette régulation aussi à l'échelle nationale et européenne. Et en tout cas, à l'échelle nationale, faire en sorte que le droit de la concurrence européen autorise ce type de régulation de marge. Et ce n'est pas totalement révolutionnaire non plus, puisque, par exemple, aux États-Unis, il y a ce type de régulation, au Canada encore plus dans le lait. Enfin voilà, et quelque part, je vous le dis aussi, dans le secteur agricole, on a été dans l'Union européenne plus royaliste que l'Europe. On est peut-être une des zones de grande production qui a le plus dérégulé les marges. Voilà. En s'appuyant sur l'OMC, on dit ah, mais c'est la faute de l'OMC, alors qu'on est allé beaucoup plus loin que ce que nous demandait l'OMC. D'ailleurs, quelqu'un aujourd'hui d'honnête ne peut pas dire que c'est la faute à l'OMC. Donc, on a vraiment extrêmement dérégulé les marchés. On a une politique agricole commune qui, moi, j'appelle plus commune, mais concurrentielle, qui donne énormément de marge de manœuvre à chaque État membre, parce qu'au niveau de l'Union européenne, nous ne sommes plus capables d'avoir une politique commune réelle de régulation, ni de marché, ni environnementale, ni sociale, etc. Donc, on renvoie à chaque État ce qu'il doit faire. Évidemment, chaque État dit je ne vais pas faire mieux que mon voisin, sinon je vais me faire tailler des. Enfin, je vais me faire avoir en termes de concurrence, puisqu'on est dans un marché commun. Donc, évidemment, le syndicat agricole majoritaire de chaque pays a beau jeu de dire vraiment, on ne va pas être plus royaliste que le roi et faire plus de régulation environnementale que notre voisin. Comme ce n'est pas fixé à l'échelle européenne, ça n'est pas fixé à l'échelle nationale par esprit de concurrence. Et donc voilà, on en est là aujourd'hui, on a une incapacité à réguler. J'ai largement, je suis désolée, je suis allée trop loin par rapport à votre question, mais en gros, on est aujourd'hui incapable de réguler ces marges, et c'est ça qu'il faudrait faire surtout. Et par ailleurs, si on avait une vraie politique de court-circuitage, on régulerait les marges, on soutiendrait, on aurait aussi une lutte contre les oligopoles. On pourrait aussi avoir pour le coup un droit de la concurrence européen qui s'attaque bien davantage aux oligopoles. Voilà. Et troisièmement, un soutien beaucoup plus massif, notamment à l'échelle nationale, aux magasins de producteurs, aux PME, aux petites structures qui permettraient justement d'avoir un marché un peu plus, pour le coup, concurrentiel. Je ne sais pas si. Bonjour madame. Merci pour votre intervention. Moi, il me semble que vous avez récemment rejoint l'Observatoire national de l'extrême droite et je voulais avoir votre avis sur le glissement possible de l'altermondialisme vers l'extrême droite, notamment dans la thématique que vous avez abordée au niveau du CETA. Justement, dans quelle mesure cette lutte contre un libéralisme international ne peut pas glisser vers un souverainisme presque nationaliste, notamment au vu des déclarations d'Arnaud Montebourg, par exemple, ce week-end. C'est une très bonne question. Et dans quelle mesure le clivage gauche-droite est encore important ou pas dans cette opposition nationalisme? Alors pour moi, les déclarations d'Arnaud Montebourg est tout sauf altermondialiste, justement, mais bon. Justement, altermondialiste, on a toujours
on a toujours défendu le fait d'être alter et non pas anti-mondialiste. C'est-à-dire que, à côté, on pense qu'une régulation et une solidarité internationale sont absolument fondamentaux. Et d'ailleurs, l'altermondialisme s'est fondé à l'échelle internationale. C'était les forums sociaux mondiaux, même si aujourd'hui ils ont pris un coup dans l'aile, mais qu'aujourd'hui, quelque part, la suite de ça, pour moi, c'est les mouvements féministes, climat, l'anti-violence policière qui ont lieu à l'échelle internationale avec des ponts qui se construisent. Et c'est aussi l'idée de solidarité internationale qui est fondamentalement très éloignée, évidemment, des idées d'extrême droite. Et c'est l'idée que qu'on ne se protège pas la nation face aux autres nations, on se protège en tant que citoyen face aux multinationales, face aux logiques de rentabilité financière. Voilà. Et d'ailleurs, nous, les altermondialistes, on a toujours soutenu, on a toujours réfléchi énormément à quelle régulation internationale il faudrait pour répondre à la solidarité internationale. Ça aussi qu'on retrouve dans le mouvement altermondialiste et même dans les membres fondateurs d'Attaque, vous avez ou dans les partenaires, la LDH, Oxfam, le CCMD, enfin voilà, tout un tas d'organisations qui sont par ailleurs de solidarité internationale, de lutte contre les idées d'extrême droite, etc. Donc voilà, on a toujours, pour moi, été justement en opposition très franche et nette à ça. Mais vous avez raison, il y a quand même eu des débats dans l'altermondialisme sur le curseur que l'on met sur le souverainisme national. Alors moi, je le dis, moi j'ai toujours été de ceux qui ont défendu quelque part l'idée internationaliste dans l'altermondialisme. Je ne sais pas si c'est clair. Et qui combattent, j'ai toujours combattu l'idée qu'il fallait se protéger. Enfin, moi, je veux dire, si c'est pour protéger le capitalisme français avec nos propres multinationales et une exploitation des patrons français sur les salariés français et poursuivre l'exploitation du vivant et des salariés à l'échelle nationale, je veux dire, pour moi, c'est absolument pas une idée progressiste, quoi. Donc, pour moi, le souverainisme national en soi n'est pas une réponse. Voilà, pour être clair. Par contre, l'État, aujourd'hui, oui, l'échelle de l'État, l'échelle étatique, peut jouer un rôle important. Mais il doit être en même temps, il doit poursuivre cette logique de solidarité internationale. Par exemple, moi, je suis pour assumer l'idée de désobéissance à certaines institutions ou règles européennes au nom des besoins sociaux et environnementaux. Et je pense qu'il faut le faire tout en plaidant tout en plaidant une autre Union européenne, une autre régulation internationale et en cherchant des alliances à l'international. Je ne sais pas si c'est clair. Voilà, mais aujourd'hui, je dirais que dans l'altermondialisme, ces idées, moi, il me semble qu'on est assez au clair là-dessus. Enfin, voilà. Vous ne trouverez pas dans le mouvement, je ne pense pas que, par exemple, vous trouverez, même sur la question des migrations, etc., vous ne trouverez pas de dérapage. Je ne crois pas que vous trouverez des dérapages dans les organisations associatives et syndicales que je vous ai nommées. On est assez au clair là-dessus. Voilà. Sur la lutte franche et nette aux idées d'extrême droite, mais aussi sur le fait qu'on ne reconstruit pas un mouvement progressiste en allant fricoter avec les idées d'extrême droite, pour être clair. Il faut, justement, c'est bien en tenant bon sur nos positions et non pas en glissant un petit peu, voire franchement, que l'on construira une alliance plus large. Voilà, je ne sais pas si c'est clair. Bon. Une dernière question. Bonjour et merci pour la présentation. Vous semblez attaché à la fois aux enjeux climatiques et de démocratie. Alors, je voulais vous demander dans quelle mesure vous pensez que les deux sont conciliables ou compatibles à partir du moment où, en France et dans d'autres pays, on a un problème d'inculture populaire de ces sujets-là qui sont souvent techniques et scientifiques, et même en fait des représentants souvent qui sont élus par le peuple. Donc, est-ce que vous pensez que la démocratie est conciliable avec la lutte contre le changement climatique et même si c'est elle qui peut apporter des solutions? C'est une excellente question. Moi, j'aurais une réponse. En tout cas, je partirai d'un exemple, c'est sur la Convention citoyenne pour le climat. C'est-à-dire que quand on tire des citoyens au sort, je trouve que c'est 150, c'est ça, et qu'ils ont accès à l'information, aux expertises, aux débats, etc., ils font des propositions que j'ai trouvées, moi, très ambitieuses. Peut-être pas, voilà, peut-être qu'on peut critiquer, ça a été pas assez, mais n'empêche très intéressante, ambitieuse. Le problème, ça a été le filtre qui a été mis après.
Mais si vous reprenez l'ensemble des propositions de la Convention citoyenne pour le climat, quand vous regardez, même par exemple la proposition des 32 heures, a fait, je ne sais plus, un tiers, même plus que ça, des votes. Enfin, voilà, il y a des propositions, enfin vraiment très. À l'heure, on détricote les 35 heures. Je veux dire, il y a des propositions sur, par exemple, l'interdiction d'artificialisation des terres, de poursuivre, etc. Il y a des propositions absolument pas reprises aujourd'hui et que je trouve très intéressantes. Ça prouve que, et moi c'est pour ça que je plaide pour une planification démocratique de l'écologie, je pense qu'aujourd'hui on pourrait avoir une grande assemblée citoyenne de citoyens tirés au sort, notamment avec l'aide d'experts, avec l'aide de différentes parties prenantes, qui puissent réfléchir d'abord aux besoins, à nos réels besoins socio-environnementaux, et ensuite charge au pouvoir public de réfléchir à la manière dont on les poursuit. Voilà. Mais voilà, moi je pense que on a aujourd'hui des exemples de démocratie, je ne sais pas si c'est dit participative, mais en tout cas de refondation démocratique des institutions, qui laissent penser que l'écologie, la réponse au réchauffement climatique peut se faire de manière démocratique. Et moi je ne vois pas d'autre solution d'ailleurs, parce que on va pas. Alors par contre, je suis pour une écologie contraignante pour les multinationales, contraignante pour. Et c'est vrai que l'écologie, la réponse à l'écologie, va demander une confrontation très importante, c'est ce que j'explique dans le livre, va demander une confrontation très importante à des intérêts très, très puissants, notamment l'intérêt des multinationales. Enfin, moi, je reprendrai les termes d'un Pentagone qui a créé, qui a fondé, en tout cas, l'unité dans laquelle je suis, l'agriculture comparée, René Dumont, qui est le premier candidat à la présidentielle écologiste dans les années 70, qui dit « C'est un seul et même système capitaliste qui exploite le travail et l'humain. » le travail et le vivant. Et donc la question, elle est comment on répond à ça de manière démocratique en remettant en cause ce système-là. Parce que moi, je vous dis que ça sera une écologie. Pour moi, la réponse, elle doit être démocratique. Et en même temps, elle doit assumer une confrontation radicale à des intérêts très puissants. Et c'est pour ça que je pense que d'ailleurs, la réponse écologique, la réponse aux besoins écologiques, ne peut pas se contenter de l'économie de marché actuelle, devra forcément faire reculer les frontières du marchand et devra se confronter à ces intérêts très puissants. Donc ça ne peut pas être des mesures à la marge et ça ne peut pas être, ça peut pas être la libre entreprise, pour être clair. Ça doit être contraignant pour ces multinationales, pour ces grandes entreprises. Il va falloir repenser nos modes de production et de consommation. Et pour ça, il faut le faire de la manière effectivement la plus démocratique possible et pas uniquement avec une avant-garde éclairée. Mais d'où le problème, je finirai là-dessus aussi, des médias. Hein. Aujourd'hui, on a des médias qui, parce que vous disiez comment on fait avec les responsables politiques que l'on a, mais comment on fait aussi avec des médias aux mains de milliardaires, aux mains de certains, la plupart des médias aujourd'hui, cas privés déjà, sont aux mains de Bolloré et d'autres. Comment on fait ça avec le système médiatique qu'on a? Je vous renvoie d'ailleurs, par exemple, aux écrits de Julia Cagé, qui sont très intéressants en la matière, et je pense qu'on a aussi à réfléchir à ça. Voilà. Merci beaucoup. Ça va être fini, je pense, parce qu'il est bientôt l'heure de repartir en cours. Merci à tous d'être venus. Et puis, si vous avez des questions, peut-être que vous pouvez les poser en individuel, mais c'est la fin de l'entretien. Merci.